Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. En France, la rentrée scolaire marquée par le débat sur les tenues vestimentaires des filles, particulièrement visées les crop tops, c'est aux cours qui laissent voir le nombril et sont refusés par quelques proviseurs. Entre remarques sexistes et injonctions d'une mode sexualisante, quelle marge de liberté pour les femmes en devenir ? À Béni, dans l'est de la RDC, région tristement connue pour le nombre élevé de viols et d'agressions sexuelles, une seule femme est conductrice de taxi-moto. Rencontre avec Imelda Mambou qui a choisi ce métier pour subvenir aux besoins de sa famille. Et tout au long de cette émission, nous serons en présence de Bibia Pavard, co-autrice d'une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, intitulée « Ne nous libérez pas, on s'en charge » aux éditions La Découverte. Entretien à suivre. Mais d'abord, un mot pour saluer l'annonce de l'allongement du congé de paternité en France. Il devrait doubler, passant de 14 à 28 jours. Une petite victoire pour l'égalité femmes-hommes. Cette mesure devrait permettre aux nouveaux pères d'être plus impliqués dans les premiers jours de leur nourrisson et les inciter à mieux participer aux charges familiales. Mais attention, seuls 7 jours sont obligatoires. Le projet de loi devrait être voté prochainement et entrer en vigueur en juillet prochain. Toujours en France, retour sur cette polémique qui montre que les vêtements portés par les femmes, les jeunes filles notamment, continuent d'être un enjeu de société. Certaines tenues ne seraient pas adaptées aux établissements scolaires car jugées trop provocantes. Rapidement sur les réseaux sociaux, collégiens, collégiennes, mais aussi des parents ont réagi scandalisés. Regardez. Un jean troué, une mini-jupe ou ce mini-débardeur, le crop top. Est-ce une tenue correcte pour aller à l'école ? En voulant clore le débat, le ministre l'a au contraire ravivé. Chacun peut comprendre qu'on vient à l'école habillé d'une façon, disons, je dirais républicaine. Une tenue républicaine, qu'est-ce que c'est ? Sur les réseaux sociaux, l'expression déchaîne les internautes. Des parents. Ma fille s'habillant de façon républicaine pour aller au lycée ce matin. Des profs. Quand je fais cours, habillé d'une façon républicaine. Tous très taquins. Quand tu ne quittes jamais ta tenue républicaine. Et les élèves, qu'est-ce qu'ils en pensent ? On se prend des remarques si on met des crop tops ou des shorts un peu trop courts. Les garçons, on ne va pas les embêter parce qu'ils portent un jogging. Pourquoi nous, en tant que filles, on devrait ? C'est parce qu'ils sexualisent le corps des filles. Moi, un crop top, c'est pas quelque chose qui va me déconcentrer. Si je rate mon contrôle de maths, je peux pas dire c'est à cause de la fille qui était devant moi. Côté ministère, la consigne est floue. Et prohiber tout ce qui pourrait provoquer des troubles. À chaque établissement de fixer la règle. Dans le collimateur, les décolletés, les jupes, les shorts courts, les vêtements troués, les piercings, les tatouages. Mais garçons et filles sont-ils soumis au même traitement ? Il y a des longueurs de shorts équivalentes pour les garçons et les filles et on demande à la fille de se rhabiller mais pas aux garçons. Il y a une vraie différence de traitement entre les garçons et les filles et ça veut dire beaucoup du sexisme qu'on leur fait intégrer très très jeune. S'habiller comme on l'entend. Est-ce que c'est ça, être libre ? Quand elles affichent leur supposée liberté, et c'est pas de leur faute, en fait, elles se soumettent aux injonctions d'une industrie de la mode qui leur dit « vous devez porter des vêtements moulants et des tops pour montrer votre nombril ». Je ne suis pas sûre que le féminisme, ce soit de laisser des jeunes filles à la merci d'une industrie de la mode qui utilise la sexualisation des corps. L'uniforme serait-il la solution ? Certains le revendiquent. Bibia Pavard, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes l'une des autrices avec Florence Rochefort et Michel Zancarini-Fournel d'une histoire du féminisme de 1789 à nos jours. Avant de parler de cet ouvrage, juste une petite réaction sur ce reportage. Ce débat, il est intéressant parce qu'il est très ancré dans la société actuelle, mais en même temps, c'est une histoire longue que ces revendications féministes autour du vêtement, autour du costume. Et on voit deux positions qui sont toutes les deux féministes, permettre aux jeunes filles de s'habiller comme elles le souhaitent et de l'autre côté, dénoncer les injonctions permanentes à la sexualisation de leur corps. On retrouve ce type de débat à la Belle Époque quand les femmes souhaitaient faire du vélo et qu'elles voulaient porter des pantalons, dans les années 60 autour de la mini-jupe. Et donc on voit, si vous voulez, l'importance du slogan féministe « Mon corps est à moi ». Mon corps est à moi. Et donc un débat sur le vêtement qui revient en permanence. Alors dans votre ouvrage, vous analysez, vous racontez plus de 200 ans de féminisme. Et ce qui frappe le plus finalement, c'est que ce n'est pas une histoire linéaire. C'est une histoire avec des progrès, mais également des reculs. Et là, on parlait de mode. Le féminisme aussi, à des époques, a été à la mode.
comme en ce moment d'ailleurs un petit peu, et à d'autres moments plutôt ringardes. Comment expliquer ces alternances finalement? Alors je ne pense pas qu'on puisse parler d'avancée et de recul. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a dans l'histoire des moments de très forte mobilisation. Par exemple, à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, autour de revendications comme celle des droits, et notamment du droit de vote, mais aussi d'une multiplicité d'autres revendications. Par exemple, dans les années 60, 1960, 1970, ou encore aujourd'hui. Après, les féminismes peuvent s'exprimer lorsque la société leur laisse la place. Donc il faut que ça soit une société qui soit où l'expression soit libre, où les mobilisations soient possibles. Donc évidemment, il y a des reculs pendant les guerres, pendant les crises. Et donc c'est ce qui explique aussi ces moments d'alternance entre des explosions de revendications et des moments d'atonie. Alors dans votre ouvrage aussi, vous dites que finalement les féminismes ou les mouvements féministes ont été très liés au mouvement anti-esclavagiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Si on prend le moment de la Révolution française, on a des penseurs qui défendent les droits des Noirs et les droits des femmes en même temps. On peut penser à Olympe de Gouges ou à Condorcet, qui font le lien entre ces deux systèmes de discrimination, même si le terme est moderne, mais en tout cas d'exclusion de l'humanité et de certaines catégories de population de l'humanité du fait de leurs caractéristiques biologiques. Donc on voit comment ces deux pensées peuvent fonctionner par analogie et comment certains penseurs du féminisme, penseurs et penseuses du féminisme ont été aussi des penseurs de l'abolition de l'esclavage. Alors en France en ce moment on parle beaucoup aussi d'afroféminisme quelques années après les États-Unis et finalement dans le courant afroféministe on dit que en France ou en Europe le féminisme est trop représenté par des personnes qui ont un point de vue dominant, à la fois de blancs, de la classe bourgeoise, et elles ne se reconnaissent pas dedans. Comment est-ce que finalement on peut unir ces mouvements, ou en quoi ces mouvements peuvent se retrouver quand même? Déjà, ce qu'on peut noter, c'est que ces attentions à la diversité du groupe femmes ne datent pas d'aujourd'hui. Dès le 19e siècle, on a une attention aux différences de classe sociale, aussi aux différences de race, on dirait aujourd'hui. Il y a des différences entre les femmes colonisées et les femmes qui appartiennent aux pays colonisateurs. Donc on a déjà des tensions, des frictions qui s'expriment tout au long de l'histoire et qui s'expriment encore aujourd'hui. Aujourd'hui, comme par exemple à propos du voile ou de la place des transgenres. Oui, ou toute une série de sujets en fait qui suscitent des théories, des stratégies différentes, des divisions, mais ce qui rassemble finalement les féministes, c'est à la fois leur revendication d'une égalité nécessaire entre les femmes et les hommes, aussi la revendication que cette égalité, il faut se battre pour l'obtenir, et une sensibilité particulière à ces inégalités qui fait qu'on peut articuler justement la lutte des femmes, la lutte des classes et la lutte contre les inégalités raciales. Une dernière question, votre titre ou votre sous-titre, c'est « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». Alors c'est en référence à un mouvement du MLF, Mouvement de libération de la femme des années 70. Pourquoi est-ce que vous l'avez choisi? Est-ce que c'est une façon de dire « les hommes ne font pas partie de ce combat » ? Non, alors c'est un slogan effectivement qui a émergé dans les années 1970, mais qui veut dire beaucoup de choses finalement si on le regarde. Ça veut dire à la fois il faut que les femmes s'organisent en tant que femmes dans un mouvement autonome, mais ça veut aussi dire il faut que toutes ces femmes puissent s'exprimer de la façon qu'elles le souhaitent pour revendiquer leurs propres droits et donc justement mettre l'accent sur cette diversité à l'intérieur du groupe femmes. Mais ce qu'on montre bien dans l'ouvrage, c'est que les hommes ont participé aux mobilisations féministes dès 1789, et que donc il y a aussi une place pour les hommes dans ces combats. Voilà, 1789 et la Révolution française qui n'a quand même pas laissé beaucoup de place aux femmes puisqu'elles n'ont pas été reconnues comme citoyennes à part entière. Merci beaucoup, en tout cas, Bibia Pavard, de nous avoir éclairé sur ces 200 ans de féminisme. Et je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours, aux éditions La Découverte. Partons à présent à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo, à la rencontre d'Imelda Mambou. Dans cette région de plus d'1 million d'habitants, elle est la seule femme à conduire un mototaxi. Récit Inès Olagaray. Dans les rues de Beni, Imelda ne passe pas inaperçue. Elle est la seule femme à conduire un mototaxi.
Mon mari est mort et m'a laissée avec 6 enfants. Je n'avais rien à faire. Alors j'ai décidé de devenir chauffeur de taxi à moto pour nourrir mes enfants. Imelda a sa clientèle d'habitués, souvent des femmes qui font appel à ses services pour se rendre au marché. Avec ce nouveau métier, elle a gagné son indépendance financière, mais aussi l'admiration de ses enfants. Je suis fier de ce qu'elle fait. J'ai grandi sans mon père et je suis ici aujourd'hui grâce à son travail. Le travail de ma mère nous aide à obtenir de la nourriture, une éducation, des vêtements, des médicaments et bien plus encore. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la majorité de la population vit dans l'extrême pauvreté, avec souvent moins de 2 € par jour. Pour subvenir aux besoins de sa famille, Imelda prend des risques. Des groupes armés sévissent dans la région, en proie à des violences intercommunautaires. Une fois, j'arrivais à moto de la campagne quand j'ai été prise en embuscade par des bandits à Kokola. Ils étaient habillés de vêtements rouges, tachés de sang, et voulaient me faire du mal. Mais lorsqu'ils ont remarqué que j'étais une femme à moto, ils ont été très surpris et m'ont encouragée à poursuivre mon voyage. Imelda sait qu'elle doit rester prudente. Selon la fondation Thomson Reuters, la République démocratique du Congo fait partie des 10 pays les plus dangereux pour les femmes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. On attend vos réactions et vos suggestions sur nos réseaux sociaux. À très vite.